Voilà, donc ici vous voyez tout un ensemble modulaire avec des très beaux bureaux. Hein. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est un environnement. Voilà, tout d'abord, un environnement propice au travail. Un environnement propice au travail. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Vous avez bon, une couleur bleue. Bleu, c'est une des meilleures couleurs que l'œil euh, aime percevoir, c'est-à-dire que le cerveau aime percevoir du bleu. Quand on regarde un ciel qui est bleu, ben voilà, le cerveau aime cette couleur bleue. Voilà. Et notamment ici, on voit des couleurs blancs avec du bleu. C'est un mélange qui fait en sorte que bon, c'est attrayant. Donc celui qui ne veut pas dire que c'est attrayant ça, mais je veux dire, bon, il devrait donner ses arguments pour lesquels il ne trouve pas cet environnement de couleur bleu et blanc attrayant. Donc qu'est-ce qui ressort? Qui est blanc, c'est le mobilier. Le mobilier, à des exceptions près, qui sont les pieds, des mobiliers qui sont bleus. Ouais, c'est un bleu. Voilà, donc on retrouve un décor qui est, je veux dire, peut-être un tapis, ou c'est peut-être même, on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça? Un tapis ou un sol mis en bleu, en couleur bleue, hein, on peut mettre un sol en couleur bleue, voilà, ou c'est peut-être un tapis, ou c'est peut-être voilà, une moquette, ou du vinyle bleu. Alors on a bien sûr une cloison mise en bleu, voilà, et avec un dégradé ici qui est du blanc vers le bleu, et puis on a un bleu plus foncé ici, un triangle bleu. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est l'environnement qui est comme ça réellement, réaliste, ou alors si c'est, je veux dire, l'effet du travail multimédia. Bon, pour vous dire que moi je ne le sais pas, ben, c'est que le travail était très bien fait. C'est un travail très bien fait, dans le sens où si c'est fait par voie informatique, c'est que c'est un excellent travail qui fait transparaître une certaine euh, réalité, si c'est fait par informatique, mais je n'en sais pas plus. Voilà, mais c'est peut-être une cloison qui est peut-être comme ceci, hein, dégradé, blanc, dégradé, bleu. Ils ont peut-être une cloison, et je veux dire, mais en couleur, voilà, mais la couleur me semble parfaite, tout comme la moquette ou le vinyle ou le sol bleu me paraît parfait. Donc c'est peut-être, je veux dire, aussi un travail fait par informatique. Je n'en sais pas plus. C'est-à-dire un travail par dégradé et d'arrière-plan et de voilà de mise de certaines zones en voilà. Tout est possible. Avec Photoshop, on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Alors maintenant, ce qui n'est pas du Photoshop, ben, c'est le mobilier et voilà, le matériel. Le matériel. Alors quel type de matériel est-ce? Bon, ça date, hein, je le dis tout de suite, c'est quelque chose, c'est un, comment est-ce qu'on appelle ça, une brochure qui date d'il y a longtemps. D'ailleurs, vous pouvez constater, les ordinateurs ici, ce sont des ordinateurs, je veux dire, de très ancienne génération. Hein. Hein, vous voyez, on voit une souris avec un tapis de souris relié à, je veux dire, un ordinateur qui est un desktop, ce qu'on appelle un desktop, c'est-à-dire un ordinateur de bureau, hein, un clavier devant, et l'écran qui est mis, qui est un écran, on va dire, qui est séparé de l'ordinateur. Ils sont pas ils forment un ensemble solidaire, mais ils ne sont pas solidaires parce qu'en fait, on sait décrocher, si vous voulez, l'écran de l'ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit de très bons mobiliers. Tout d'abord, ce qu'on peut voir, c'est de très bons mobiliers espacés. Hein, espacés. Déjà, l'environnement est espacé. Il faut un grand environnement, un espace de travail où on se sent bien. C'est d'abord un environnement où la couleur semble vous une couleur qui vous paraît bien, une couleur qui vous paraît bien dans votre environnement, un sol qui vous paraît bien, des odeurs bien sûr qui vous paraissent bien, parce que si les odeurs ça sent mauvais, on n'a pas envie de travailler là, dans un endroit. Quand on dit sent mauvais, ça veut dire si ça sent toujours de l'huile à fond, ben il y en a qui peuvent être voilà, gênés par les odeurs d'huile. Hein. Bon, ça dépend. Quand je dis sent mauvais, que c'est relatif. Hein. Mauvais, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui sont bons, qu'est-ce qui sont pas bons. Et ça c'est relatif. S'il y en a qui sont perturbés par les odeurs ou qui ont des maladies ils ne peuvent pas sentir certaines odeurs et ils commencent à tousser parce qu'ils sentent certaines odeurs, ils sont allergiques à certaines odeurs, mais fatalement,
Pour eux, ce ne sera pas un bon environnement de travail. Un environnement de travail, c'est un environnement qui est sain pour la personne qui va travailler. Donc si la personne est malade et qui sort de lui, qui se sent gêné alors que d'autres ne se sentiraient pas gênés euh, au même endroit, eh ben, je veux dire, la personne là est en droit de se dire que bon, c'est pas un environnement sain pour elle. Donc un environnement sain, ça dépend des personnes. Ça dépend des personnes. Pour qui est-ce un environnement sain? Pour qui est-ce un environnement qui n'est pas sain, voilà, qui lui sied. Voilà, Alors, un environnement sain, c'est-à-dire, c'est une espèce. Bon, ça reste un environnement de travail, c'est pas un salon, hein. Bon, on va pas rechercher le cocooning non plus. Le tout, c'est de pas s'asseoir. Le cocooning, bon, on s'assied sur le fauteuil, on est bien, on regarde la TV, et 2 minutes après, on dort. Voilà, on met la télévision, on dort. Ici, le but, c'est pas de s'asseoir et de faire un cocooning et de s'endormir. Non, c'est ne pas mettre un environnement qui ressemble à un salon, fatalement. C'est un environnement de travail. C'est pas un environnement de repos, mais un environnement de travail. Donc l'environnement de travail doit faire en sorte on se sente bien dans cet environnement de travail, au travers des couleurs, au travers voilà, des couleurs qui reposent sur, je sais pas moi, on peut retrouver un certain dynamisme, un certain repos. Il y a des couleurs reposantes, des couleurs qui transpirent le positif, le positif. Voilà, donc en fait, c'est tout ça qui va faire en sorte que la personne va se sentir déjà psychologiquement bien et apte à pouvoir, je veux dire, entamer, je veux dire, un quelconque travail, quel qu'il soit. Alors, on voit que les bureaux sont espacés, sont ronds, donc l'espacement est important pour le travail, hein. On n'est pas l'un sur l'autre. Je m'excuse, on n'est pas l'un sur l'autre, et on peut disposer de tables qui sont assez grandes pour pouvoir déposer de nombreux outillages, quels qu'ils soient. J'entends par outillage aussi bien des petits outillages que des appareils de mesure, et que des tables de travail, ou des postes de travail, euh, ou des, voilà, des bancs de travail, etc., etc. On peut disposer sur ces, sur ces plateformes, sur ces plateformes-là de nombreuses choses. On peut disposer de nombreuses choses. Alors il y a, là on peut se placer, là il y a un vide, il y a du vide là, c'est pour pouvoir mettre ses pieds. Voilà, on peut mettre ses pieds, contrairement à sur le coton, on ne sait pas mettre ses pieds, mais on a 1, 2, 3, 4, 5 tiroirs, on peut en faire des rangements de ce outillage. Donc il y a la personne qui travaille ici, c'est une table pour 2 personnes. Donc imaginez si il y a 24 personnes, hein. Généralement, un laboratoire, on essaie un laboratoire ou un espace ou un travail, on essaie de, bon, il y a un volume bien précis, on essaie de disposer les personnes de la meilleure des manières possibles, qu'elles ne je veux dire, se gênent pas l'une sur l'autre et qu'elles n'interviennent pas l'une avec l'autre. Quand je dis intervenir, c'est elles ne se parlent pas alors qu'elles doivent travailler. On peut parler un tout petit peu au boulot, mais il ne s'agit pas de raconter sa vie 24 heures sur 24. Voilà, alors qu'on a des tâches à effectuer. Parce que c'est bien de parler. Si on sait travailler et parler, ça va, mais si on tout en ayant un rendement, voilà, un rendement et en étant concentré à ce qu'on fait. Voilà. Mais si maintenant, généralement, pour travailler, il faut être concentré à ce qu'on fait, généralement, on ne parle pas. Et on peut lâcher quelques mots, mais bon, on peut parler un tout petit peu, oui, mais il faut penser à son travail. Penser à son travail. Bon, de toute façon, il y a des heures où on a des pauses où on peut discuter, prendre voilà, voilà, discuter. Et là, on peut parler pendant le temps de midi ou la pause ou les pauses, parce qu'il y a plusieurs pauses. Voilà, mais quand on travaille, normalement, on demande d'éviter de trop discuter, hein. On peut lâcher un mot ou l'autre, mais bon, il ne s'agit pas de raconter sa vie euh, toute la journée sur son poste de travail. Déjà, elle peut déranger les autres personnes, ça c'est déjà de 1. Parce que le fait de parler, ça peut déranger les autres personnes. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a des ordinateurs, hein, des ordinateurs qui sont ici. On en a deux ordinateurs. Ben, ça sert à faire des conceptions des conceptions de projets.
ou tout simplement de réaliser des exercices didactiques. Voilà. Et ici, vous avez compris que ce sont des plans de travail didactiques, des bureaux didactiques, et voilà, avec des systèmes modulaires. Vous avez tous des systèmes modulaires. Ça se travaille par module. Alors, je vais vous le présenter. Ici, vous voyez que ce tableau-là, il est bien fait parce qu'ici, regardez ici qu'il y a une barre là. On voit une barre là et on peut disposer un module où on peut accrocher le module. Voilà. Voilà. On peut disposer un plan de travail ici. Un plan de travail modulaire parce que vous voyez, on vient glisser, c'est pas glisser, hein, on vient glisser les modules et celui-ci, le plan de travail est mis en vertical. Alors, vous voyez, en oblique, je m'excuse, en oblique, il est mis en oblique. Il est mis en oblique, et alors, bon, cette oblicité là, bah, il y a un certain angle que je peux réduire en descendant. Je veux dire, le rail, il y a un rail ici, en descendant le rail, ben, le module il va être de plus en plus descendu. Donc on aura de plus en plus un angle qui diminue. Voilà. Voilà, donc on retrouve ce bureau-ci, le bureau là-bas, ce bureau-là, parce qu'on voit encore des tiroirs là et des tiroirs là. Voilà, ici il y a encore un bureau, mais on ne le voit pas complètement. On voit qu'une partie. Voilà. Alors ici on voit bien qu'il y a tout. On peut câbler des appareils électriques. On voit bien que c'est électrique. Généralement quand c'est bleu comme ceci, ces appareils bleus et blancs, ce sont les blancs, ce sont les symboles électriques. Voilà, et les blancs ce sont des connexions. Donc on vient avec des fiches, ce qu'on appelle des fiches bananes. Avec des fiches bananes, on vient câbler dans des trous qui sont raccordables avec des fiches bananes. Et on raccorde les fiches bananes pour faire les circuits. Les circuits, ce sont des fermetures câblées pour établir une fonction, établir une ou plusieurs fonctions. Alors maintenant, on va regarder un petit peu tout ça. Si je regarde ici, ben, vous avez compris qu'ici c'est des modèles didactiques. Hein. Bon, c'est bon pour une école, pour une société de formation, etc., etc. Bon, ce qu'ils disent ici, c'est un apprentissage efficace pour une connaissance étendue avec la ligne de formation 2000. Bon, c'est ce qu'on appelle la ligne de formation 2000. C'est ce qu'ils ont appelé ça comme ça. Alors, ça vient de chez Festo Didactique, propose du matériel de formation pour toutes les techniques d'automatisation. Donc, tous ceux qui poursuivent des études en technique d'automatisation ben, peuvent, pour autant que l'école ou l'institut de formation ou l'association sans but lucratif qui enseigne, ou tout autre organisme dédié à l'apprentissage de techniques d'automatisation, bien, pour autant qu'elles aient payé, je veux dire, soit par un paiement cash, ou soit par crédit, ou, voilà, ou par location achat, je veux dire, ce matériel didactique. Voilà, donc ça s'achète, ça se loue, ça s'achète, ça se loue, achète aussi. Voilà. Et donc, quand on est équipé de tel équipement, ben, rien de tel que de faire travailler des personnes sérieuses, habillées en tablier de travail, et qui viennent avec l'outillage à proprement parler, qui a été édicté par, je veux dire, le professionnel qui va donner cours. Le professionnel qui va donner cours, le formateur ou le professeur, qui va enseigner ses savoirs au travers d'exercices, je veux dire, pédagogiques, qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, en rapport avec les compétences à acquérir, et des exercices qui sont, comment est-ce qu'on appelle ça, graduels. Graduels, ce sont des exercices graduels. On commence par des petits exercices pour aller vers des exercices de plus en plus complexes. Et les premiers exercices, ben, vous comprendrez. Bon, tout d'abord ici, les tâches, il faut c'est déjà une gestion de la planification ici. Hein. On a déjà une gestion de planification parce que la personne qui va se situer ici n'aura pas le même banc ici. Donc, il faut gérer ces personnes-là. Il faut déjà gérer ces personnes-là. Ce n'est pas les mêmes bancs. Voilà. Si l'idéal, c'est d'acheter plusieurs bancs comme ceci, mais on ne peut pas acheter les personnes ne peuvent pas acheter 24 bancs comme ça. Donc ça veut dire que pendant qu'il y en a un qui fait un exercice sur un banc en électropneumatique, voilà, là c'est de l'électropneumatique, hein, je vous dis tout de suite, c'est de l'électricité avec
associés à la pneumatique. Donc ce sont des composants pneumatiques. Pendant qu'il y en a un qui fait un exercice là-bas, ben, la personne qui est ici ne saurait pas être sur ce banc-là. Ou alors il faut disposer de, par exemple, notre gestion, c'est de disposer de 2 personnes par banc. Mais c'est pas la meilleure apprentissage de 2 personnes par banc, parce que là, il y en a un qui regarde et l'autre qui fait tout. Donc, l'idéal, c'est d'avoir une personne par banc, obligatoirement. Donc, il faut limiter cet espace de travail à, par exemple, si vous avez 8 bancs, à 8 personnes. S'il y a 10 bancs, à 10 personnes. S'il y a 20 bancs, à 20 personnes. Donc, il faut limiter, si vous voulez, le nombre de bancs au nombre de personnes pour éviter qu'il y ait 2 personnes par banc, et donc il y en a une qui regarde et l'autre qui fait l'exercice. Voilà, il y a toujours, dans ces cas-là, celui qui regarde, il n'apprendra, ne fera pas celui qui regarde ne fera pas les exercices correctement, parce que si on lui demandera de le refaire, il ne saura peut-être pas le faire parce qu'il n'a fait que regarder. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Ici, on peut voir du matériel hydraulique, électro-hydraulique, hydraulique proportionnel et servo-hydraulique. Voilà, donc ici, quand on est dans le proportionnel hydraulique, ben, on est déjà en régulation, hein, parce que quand on dit proportionnel, on a le PID, proportionnel intégral et dérivé. Voilà, bon, ici c'est le proportionnel, hydraulique proportionnel, et le servo hydraulique. Voilà, et je vous rappelle que ici c'est hydraulique, hein. Donc, hydraulique, ça veut dire à wheel. À wheel, c'est-à-dire, c'est du matériel qui nécessite, je veux dire, de l'huile, et donc les forces sont plus grandes qu'en pneumatique, hein. C'est du matériel pneumatique. Pneumatique, c'est air comprimé. Alors électropneumatique, c'est des matériels à composants pneumatiques avec, voilà, on fournit de l'électricité aussi pour certains voilà, les organes électriques. Les organes sont électropneumatiques, électriques et pneumatiques en même temps. Donc à commande électrique, à commande par, comment on appelle ça, air comprimé. Voilà. Et donc les commandes à air comprimé, c'est pour voilà, des petites forces, hein. C'est des petites forces, contrairement à l'hydraulique, hein. Quand vous regardez une pelleteuse, ben, une grue c'est hydraulique. C'est quoi? Ben, c'est de l'huile. C'est de l'huile qui fait monter, je veux dire, c'est une grosse pression qui va faire monter, je veux dire, des tonnes, hein, des tonnes. Alors que la pneumatique, non, l'électropneumatique, c'est pour fermer une petite porte de bus, une porte de bus, où c'est pour changer de direction une caisse, ou voilà, quand ça demande une moindre force, on fait appel à, si vous voulez, à la pneumatique. Mais si ça fait appel à de grandes forces, ça fait appel à l'hydraulique. Alors bien sûr, tout ça, il faut concevoir les circuits électriques, les circuits pneumatiques, électropneumatiques, et auquel cas électrique, parce qu'il peut y avoir de l'électricité, se fait grâce à un PC où on dessine voilà, le schéma. Le schéma, on peut le simuler parce que généralement, c'est pas que des programmes de dessin, hein, que l'on a en pneumatique, parce que bon, à ce moment-là, on dessine sur AutoCAD, hein, on dessine un circuit sur AutoCAD, mais l'idéal, c'est quand on dessine un circuit de vérifier d'abord s'il fonctionne sur le PC. Donc on le simule sur PC pour voir si le circuit est plausible, s'il n'y a aucun problème qui peut arriver déjà en simulation. Et dès le moment où ça marche en simulation, ben on peut passer de la simulation à la phase de réalisation. Donc en fait, il y a une phase de conception, une phase de réalisation. Et la phase de conception, bon, c'est ce qu'on retrouve en général. On a la conception assistée par ordinateur avec simulation ici dans ce cas-ci, parce que c'est un programme il existe un programme de simulation. Et bien sûr, il y a, quand je dis programme de conception de simulation, c'est des programmes spécifiques de conception et de simulation Festo. Donc fatalement, vous retrouvez là-dedans tous les composants avec leur documentation, tout est expliqué, hein. Quand on vous donne un logiciel quelconque, ben on vous donne la documentation qui va avec. Fatalement, on ne fait pas de la rétention d'informations. Justement, il vous donne un maximum d'informations pour utiliser le maximum de possibilités qu'offrent, je veux dire, les logiciels de simulation, hein. Donc, il vous donne toutes les informations sur les vannes, sur les compresseurs, sur voilà, sur
comment est-ce qu'on appelle ça, les matériels électropneumatiques, etc., etc. Bon, maintenant, ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a du matériel pneumatique, on a un vérin. Voilà, on peut mettre des retardateurs, des temporisateurs, des temporisateurs qui vont retarder, ou voilà, voilà des tampos. On peut mettre des temporisateurs, on peut mettre, voilà, enfin, il y a toute une panoplie on peut mettre des détendeurs, on peut mettre, voilà, des ralentisseurs, voilà, un ralentisseur pour freiner le vérin, etc. Il y a une multitude voilà, de matériel qui existent en pneumatique qui permettent de faire ce que l'on a envie, les besoins voilà, d'un circuit pneumatique. Voilà. On peut commander le vérin selon ses besoins. Selon ses besoins. Voilà. Commander la vitesse d'un vérin et faire beaucoup de choses. Pas mal d'applications. Voilà. Donc ça, on a un module ici à pneumatique, électropneumatique et cerveau pneumatique et commande par automate. Donc on peut commander par automate si vous voulez. Donc vous faites une programmation par automate et c'est l'automate qui va gérer, je veux dire, les séquences. Bon, les automatismes, qu'est-ce que c'est? Les automatismes, généralement, c'est quand on demande de faire une tâche, par exemple, une tâche, ce qu'un être humain fait au quotidien, s'il le fait de manière répétitive, eh bien, là, on va plutôt prévoir la notion de travail, je veux dire, répétitif. Donc le travail répétitif, on va lui extraire l'être humain pour lui passer une machine. Parce que l'être humain, c'est fatigant pour faire des tâches répétitives. Un être humain, c'est fatigant et c'est démoralisant. Et au niveau, voilà, au niveau psychologique, bon, faire toujours la même chose, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pour ça que dans les sociétés, pour éviter que le moral ne baisse pour une certaine personne, on le changeait de place. Et voilà, on le changeait de place dans des sociétés comme ça. Il pouvait, je veux dire, travailler à un autre endroit et reprendre voilà, de son propre moral parce qu'il faisait de nouvelles choses. Voilà. Parce que faire toujours la même chose, le travail routinier, ben, c'est pas, je veux dire, ça finit par, je veux dire, faire en sorte que la personne va avoir une perte de rendement et va être démotivé à un moment donné. Il y aura une certaine fatigue, un certain stress qui va apparaître, voilà, et donc généralement les tâches répétitives, si elles peuvent être faites par ce qu'on appelle comment on appelle ça, un automate, mais on va programmer l'automate pour que l'automate fasse le travail, on va dire, routinier. Et c'est à lui. Maintenant, un travail routinier peut se scinder en séquences. Ça n'a aucun problème pour l'automate. Une fois qu'on programme un problème en séquence, c'est le cas d'une machine à laver. Hein. Il y a un programmateur qui va programmer une séquence voilà, une séquence de lavage jusqu'à l'essorage. Voilà, donc si c'est ce qu'il doit faire et qu'il doit le mener séquentiellement, mais je veux dire l'automate ou un séquenceur ou un automate programmable ou je veux dire un programmateur, tout ça peut faire ça. Puisqu'en fait, il sait ce qu'il doit faire et il sait les séquences qu'il doit faire. Donc il suffit de programmer les tâches à faire. On lui programme les tâches à faire et il va exécuter les tâches qu'on lui a programmées, c'est-à-dire qu'on lui a demandé d'établir. Et ça, l'automate programmable, ou le séquenceur, ou comment on appelle ça, le programmateur, mais c'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Voilà. Alors donc, bon, l'automate programmable qui est composé voilà, de mémoire, c'est quand même c'est un petit ordinateur. Hein. C'est un petit ordinateur comme on retrouve le Raspberry Pi ou voilà, ou Raspberry Pi pour certains qui disent en anglais, Raspberry Pi, hein, voilà, ou Raspberry Pi, moi je l'appelle Raspberry Pi en français. Voilà, ben, donc tout ça, ce sont des modules qu'on peut programmer à volonté. Il existe pas mal de modules programmables. Ça, c'est voilà, pour autant qu'on sache programmer et faire des programmes qui permettent de réaliser certaines tâches, il n'y a aucun souci. Maintenant, on n'allait pas demander à un automate programmable de sortir de son séquençage de programmation parce qu'il ne saura pas le faire.
La seule chose qui pourra faire sortir son séquenceur de programmation, c'est quand il sera en panne. Là, il va se dire, oui, j'arrête le travail, et il ne fera plus le reste. Là, il va arrêter tout seul, alors qu'il n'aurait dû pas arrêter, il a rentré sa séquence de travail. Donc là, il a pris une décision de s'arrêter. Enfin, pris une décision, non, c'est fortuit, c'est malencontreux. Voilà, il s'est arrêté, je veux dire, par accident. Voilà, donc c'est pas de sa faute, mais c'est la seule chose qu'il peut faire pour arrêter sa séquence, c'est de s'arrêter par panne. Voilà. Mais jamais il sortira de sa séquence pour faire autre chose. Contrairement à un être humain qui, lui, peut faire des tâches et peut, à un moment donné, se dire, bon, par sa pensée, changer de tâche. Parce qu'en fait, voilà, à un moment donné, il a décidé de changer de voie. Alors que le programme, un automate programmeur est programmé pour ce qu'il doit être fait. Il ne sortira jamais de sa voie à suivre pour faire autre chose. Ça, c'est impossible. Parce que l'ordinateur, l'automate programmeur ne pense pas. Il ne pense pas. Il prend des décisions, je veux dire, à lui seul pour sortir. Tout ce qu'il a à faire, c'est ce qu'on lui a programmé. Ce qu'il a programmé, ben, il le fera. Mais ce qu'on lui a pas programmé, il ne le fera pas. Voilà. Donc il ne fera jamais quelque chose qu'on ne lui a pas programmé. Si ce n'est que de tomber en panne, mais ça, bon, ça c'est un événement malencontreux, comme on dit. Bon, donc ici, on voit qu'on a un système, bon, un tableau pneumatique, électropneumatique, cerveau pneumatique, commande par automate. Voilà. Et ici, on a, qu'est-ce qu'on a? Ben, on retrouve ici la technologie à courant alternatif courant continu, CACC, technique digitale, hein, voilà, technique digitale, technique analogique, soit on peut avoir du digital numérique ou du technique analogique, voilà, signal qui n'est pas forcément du tout ou rien. Voilà. On peut avoir de l'électronique, fatalement, parce que déjà à la base, l'automate c'est de l'électronique. Hein. On peut faire des cartes à porte, etc. pour commander, je veux dire, on n'est pas obligé de passer par un automate. Hein. On peut faire une conception d'un circuit électronique pour commander tout ça. Aucun souci. On peut passer par des portes, OR, NOR, XOR, NAND, AND, et on fait une logique et on commande ce qu'on veut. On fait une logique pour commander ce qu'on veut. Bon, l'électronique, ça permet de faire des logiques. Hein. Des logiques. Bon, on peut avoir la logique câblée. La logique câblée, bon, c'est par des câbles, des fiches bananes, etc. Mais on peut faire des logiques par circuit électronique. Hein. Les logiques, c'est pas forcément des câbles électriques. Hein. On peut avoir des logiques câblées électriques, comme on peut avoir des logiques câblées électroniques, c'est-à-dire un petit courant et circuit imprimé avec des composants, voilà, et qui dit logique dit aussi calcul. Qui dit logique câblée, enfin qui dit logique électronique dit calcul électronique. Qui dit calcul électronique dit régulation. Donc on peut réguler. Voilà, on peut faire travailler suivant des commandes que l'on désire. Voilà, suivant des ordres, on donne des ordres et on espère que l'ordre sera effectué de la meilleure manière possible, bien sûr avec des retours d'erreur. Mais on espère minimiser au maximum l'erreur pour la remettre en boucle, pour la diminuer au maximum, cette erreur-là, pour essayer d'avoir la régulation la plus précise. Donc régulation, ça, c'est un terme qui rime avec précision. Précision. On essaie de rechercher la précision. Dans la régulation, on essaie par rapport à une commande qu'on va donner, ben, on essaie de rechercher la précision la plus recherchée, si vous voulez. Alors on peut avoir des communications, ici c'est par ISDN. Bon, tout ça c'est vieux. Voilà, tout ça c'est du vieux, c'est des anciennes communications, voilà. Parce que maintenant tout se fait, on peut communiquer maintenant par Wi-Fi. Hein, voilà, on communique par Wi-Fi. On peut même communiquer par Internet des ordres pour faire travailler des machines. Donc de CSO, on peut faire travailler une machine ou même voir les paramètres d'une machine pour voir si d'une machine ou ici des paramètres voilà, des vérins pour voir si tout fonctionne correctement. Voilà. Et alors, qui dit régulation, dit capteur, qui dit capteur, dit voilà, censeur aussi bien de toutes sortes. Hein. Voilà. Voilà, donc ici on a des logiciels de simulation pour pneumatique, électropneumatique, robotique. Voilà, ici on a la robotique, on a un petit robot ici. Voilà.
Système modulaire de production, robotique, technique de positionnement, etc. Bon, on a même des petits robots. Et voilà, des petits robots qui vont permettre de prendre des objets, de se positionner à certains endroits, et tralali, tralala. Voilà. Donc ici, c'est un équipement complet pour laboratoire technique. On retrouve du logiciel de simulation pour pneumatique, électropneumatique, robotique, commande numérique, ISDN, hein, matériel pédagogique transparent, animé sur software, transparent traditionnel, manuel, symbolique, magnétique, modèle en coupe. C'est-à-dire que vous recevez des bouquins qui vont avec, des transparents qui vont avec, animés, qui sont animés sur logiciel, pour le pédagogue ou pour le professeur ou l'animateur de formation. Ben, il a toutes les documentations pour pouvoir faire visionner aux, aux futurs au futur maître de voilà de comment est-ce qu'on appelle ça de commandes automatisées en pneumatique ou hydraulique ou robotique. Attention qu'ici il y a trois compétences, hein, ouais, parce qu'il y a la compétence pneumatique et je dirais même électropneumatique. Il y a même des sous-compétences parce que n'allez pas entrevoir ça que bon, il y a beaucoup de choses ici, hein, énormément de choses parce que il y a un monde qui est la pneumatique, c'est une chose. Il y a un monde qui est l'hydraulique, c'est une seconde chose. Il y a un monde qui est la robotique. Mais il y a un monde qui est la régulation, hein. La régulation, c'est tout un monde, je veux dire, qui s'adapte à beaucoup de choses, mais qu'il faut pouvoir mettre en œuvre au travers de matériel spécifiques tels que pneumatique ou hydraulique ou de robotique. Voilà, la régulation, c'est tout un monde. Voilà. Donc, aborder un thème, ça peut être, je veux dire, rigoureux et énorme, hein. Si on regarde le thème des capteurs, bon, on en a pour des années à étudier les capteurs, hein, parce qu'il n'y a pas qu'un seul capteur. Les capteurs, il y en a toute une panoplie, ça demande beaucoup de connaissances. Et idem pour la régulation, ça demande énormément de connaissances. On n'étudie pas la régulation, je veux dire, on a un temps trois mouvements parce que ça demande beaucoup de mathématiques derrière, hein. Voilà, on peut approcher par des voies mathématiques qui sont, je veux dire, complexes, difficiles. Voilà. Et alors il y a le monde de l'électronique. Bon, le monde électronique, bon, c'est vaste. C'est vaste. La technique analogique, c'est vaste. La technique digitale, c'est vaste, hein. Ouais, ouais. Donc tout ça, ce sont des mondes qui vous permettent de vous ouvrir vers des univers, hein. Voilà, c'est des univers de connaissances qui y a derrière tout ça. C'est pas, voilà. D'ailleurs, il y a aussi la commande par automate, il y a aussi l'automate, les automates programmables là-dedans, hein. Donc, quel type d'automate vous allez utiliser, quel type d'automate que vous allez utiliser, et la connaissance des automatismes de base. Alors, si je retourne ceci, ben, vous voyez qu'ici, on retrouve le bleu, les trois bancs. Ce banc-là, on retrouve un oscilloscope ici, c'est ce banc-là. Alors, ce banc-ci, c'est le banc là, hydraulique. Voilà. Voilà. Et ce banc-là, c'est le banc ici. C'est blanc. Là, on retrouve les trois bancs là. Voilà. Toujours avec le bleu là et le bleu derrière. Voilà. Est-ce que c'est l'environnement réel qui est comme ça ou c'était fait par ordinateur? J'en sais pas plus. Voilà. Bon, maintenant, on ne demande pas qui va concevoir. Normalement, bon, le technicien peut concevoir certains circuits, hein, mais normalement, la conception et la régulation se fait par des personnes qui ont des études adaptées voilà, de régulation, d'automatisation. Quelqu'un qui va jouer avec l'automate programmable, ça peut se faire par un technicien, aucun souci, pour autant qu'il apprenne bien l'automatisation. Mais généralement, il doit faire des études d'automatisation, et on apprend ça, je veux dire, dans les cours du soir, cours d'automatisation, pour pouvoir piloter, je veux dire, ce qu'on veut avec un automate. Bon, ça s'apprend dans des centres de formation, des cours du soir, et tralala. Mais pour autant que vous en fassiez votre métier, parce que si c'est pour, je sais pas moi, si c'est pour apprendre l'automatisation, la régulation, etc., etc., et que vous en servez jamais, ben, c'est bien pour le, comment on appelle ça, la culture générale, mais vous n'aurez pas exploité, je veux dire, n'aurez pas exploité, je veux dire,
vos connaissances pour gagner votre vie. Voilà, donc normalement quand on apprend ça, la régulation, la pneumatique, l'électropneumatisme, bon, on apprend ça pour travailler là-dedans. Donc si c'est pour apprendre ça et se retrouver, je veux dire, en boulangerie, je veux dire, est-ce que ça aura servi à quelque chose d'avoir fait ça? Ben, bon, peut-être pour avoir passé un petit peu son temps, hein, plutôt que de rien faire, avoir une certaine culture générale en plus en technique, culture générale de technique. Mais c'est pour aller travailler en boulangerie, ben, je veux dire, autant rester boulanger, gagner sa vie en tant que boulanger. Voilà, ben, maintenant, celui qui apprend ça, logiquement, c'est pour travailler là-dedans. Parce qu'on voit je vois beaucoup de personnes, énormément de personnes, qui font des études d'automatisation, mais au bout du compte, quand elles ressortent, elles ne travaillent pas dans l'automatisation, c'est un petit peu embêtant. Il faut savoir que dans une usine, les automates, c'est pas tout le monde qui y touche. Hein. Parce que il suffit que vous fassiez des petites erreurs sur un automate programmable et que vous risquez de mettre à mal, je veux dire, le système de production de l'usine en touchant à des... Parce qu'il suffit que au niveau d'un automate, il ne fonctionne pas, dans une chaîne, si l'automate là ne fonctionne pas et que donc le système de production ne fonctionne pas parce que l'automate ne fonctionne pas à un endroit donné et que ce système de production est relié à une chaîne de production où tout doit se faire à la chaîne, mais vous bloquez la chaîne. Et si vous bloquez la chaîne, qu'est-ce qui se passe? Ben, je veux dire, c'est une catastrophe parce que ça va se compter en heures, en minutes, en heures, et les minutes et les heures coûtent pour une société quand elles ne produisent pas. Quand une société ne produit pas, voilà, ça coûte en heures, de non-fonctionnement. Voilà, et c'est un coût exorbitant. Donc, il faut pouvoir intervenir tout de suite, rapidement, sur une panne, savoir ce qu'il en est, et s'il y a des modifications à faire au niveau des paramètres, ça doit être fait par des personnes qui s'y connaissent à 100% sur le système de production de l'usine, parce qu'on ne va pas envoyer, je veux dire, un premier venu, parce que c'est faux, une personne expérimentée qui connaisse, je veux dire, voilà, les automates programmables et le système en soi, et qu'il a déjà travaillé, je veux dire, sur les automates, donc il connaît, donc il peut intervenir facilement sur les automates programmables sans créer un souci d'arrêt de la production, et donc arrêt de la chaîne, et donc arrêt de l'usine. Voilà, donc pour éviter ça, on n'envoie pas n'importe qui, je veux dire, au casse-pipe, qui va chercher pendant 4 heures une panne qui est peut-être décelable par une personne de haut niveau qui s'y connaît. Et généralement, on place des personnes de haut niveau qui s'y connaissent et qui peuvent intervenir, je veux dire, de manière très rapide, de façon à avoir relancer la chaîne de production et relancer le rendement de l'usine. Donc c'est pas n'importe qui va, je veux dire, chipoter à certaines choses. Certaines choses, bon, il faut des personnes qui sont là depuis des années, qui connaissent, je veux dire, voilà, l'usine et comment elle fonctionne, et les automates, comment ils fonctionnent, les paramètres des automates. Comment sont-ils paramétrés. Voilà, donc c'est pas n'importe qui, c'est pas le premier venu sorti de l'école qu'on va lui dire, bon, quand il y a un automate là-bas à régler, on va le régler, va le régler au niveau de quoi que ce soit. Bon, alors que lui, le pauvre, il a peut-être fait des études, je veux dire, de comment on appelle ça sur les automates, mais voilà, il ne s'en sortira pas parce que je veux dire, quoi qu'il pourrait s'en sortir en cherchant, mais le fait de chercher ça, il passera son temps. S'il se passe son temps, le problème, qu'est-ce qui se passe? La ligne de production va être à l'arrêt. Surtout si c'est une chaîne liée de système de production. Voilà. Donc ici, ça vient de chez qui? Return on Qualification. Retour sur les qualifications. Festo, ça vient de chez Festo Didactique. Ça vient de Festo Belgium SA. Rue Colonel Bourg, 101 1040 Bruxelles. Téléphone, je ne sais pas si on le voit. 02 702 32 39. 02 702 32 39. Je ne sais pas si les cours d'actualité parce que tout ça c'est du vieillot. Et il y a un fax 02 736 25 11. Voilà. Alors ici, il a déjà ici, c'est des câblages simples. Hein. C'est des câblages simples. Voilà, celui-ci il est câblé. C'est un câblage simple. On voit bien un câblage simple. Celui-ci il est câblé aussi. Il y a très peu de composants avec un câblage simple.
Et là, il y a très peu de composants avec un câblage. Ça. Ici, on voit juste un appareil avec un câblage simple ici, avec quelques câbles qui permettent de réaliser, je veux dire, on les voit ici, câbles en électropneumatique, avec des fiches bananes. Voilà, ce sont des montages simples ici, bon, qui est accessible pour les premiers venus. Euh, les premiers venus, quelqu'un qui sait. Les exercices là, c'est des exercices simples, donc bon, c'est, je veux dire, abordable à n'importe qui. Si on regarde bien ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 composants, il n'y a que 6 composants, hein. Il y a le vérin, il y a le vérin, et voilà, des commandes, peut-être des temporisateurs parce que je vois pas bien ce que c'est, mais voilà, il y a très peu de composants. Très peu de composants. On peut mettre des tampons, mais c'est peut-être pas forcément des tampons, hein. C'est pour régler peut-être l'entrée et la sortie du vérin. Ça, je verrai quand je verrai, je veux dire, les vérins. Enfin, la pneumatique, quand je verrai la pneumatique. Parce que je ne vois pas bien ce qu'il y a comme composant. Donc voilà, d'ici, je ne peux pas dire ce que c'est. Tout comme l'hydraulique, je ne vois pas très bien ce que c'est comme composant. Voilà, mais je pourrais... je ferai de toute façon des circuits pneumatiques et hydrauliques, hein. Je vous dirai de quoi c'est composé. Et voilà, on fera des petits schémas. Je vous montrerai comment ça va. Je vous remercie.